Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur Histoire de vie, le podcast produit par RBK Media. Aujourd'hui, j'interviewe Manu Curo. On va revenir sur son parcours et on va découvrir son histoire. C'est parti. Manu, merci d'avoir accepté cette interview. On va revenir sur tout ton parcours, ton histoire. Comment tu étais enfant? Très pipelette, toujours enjouée. L'image que j'ai, c'est vraiment une petite fille pleine de vie. Et qu'est-ce que tu t'imaginais pour toi plus tard? Quels étaient tes rêves? On va commencer à rentrer dans les confessions. Alors, vraiment, le but du jeu, encore une fois, c'est de rentrer sur des échanges assez authentiques et c'est avec grand plaisir que je te partage tout ça. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis l'âge de 5 ans, j'ai toujours voulu être une star. Incroyable. J'ai toujours voulu être célèbre. J'ai signé des autographes à l'âge de 5 ans dans ma chambre. Oui. Déjà, tu vois, c'était prédestiné. Oui et non. Et en fait, clairement, après, j'ai fait mon chemin personnel, peut-être qu'on reviendra dessus, sur une psychanalyse et plein de choses. Et très vite, j'ai compris quelle était finalement l'intention de fond derrière cette quête de célébrité, de visibilité. Et en fait, il y avait juste une petite fille qui rêvait d'être célèbre. Parce que dans ma tête de petite fille, je me disais, mais si je suis célèbre, il va y avoir plein de gens qui viennent me voir, mais tous ces gens, ça veut dire qu'ils m'aiment. Et au fond, c'était juste une petite fille qui rêvait d'amour. Et qui avait tellement besoin d'amour en grande quantité, qu'elle s'est dit dans sa tête de petite fille encore, c'est hyper candide, j'ai besoin de beaucoup d'amour, donc il va me falloir beaucoup de gens qui m'aiment. Bon, comment on peut faire pour ça? On va devenir une star. Parce que toi, dans ta famille, t'as des frères et sœurs? Non. T'es fille unique? Oui. Et du coup, t'as grandi avec tes deux parents? Ouais. Ok. J'ai grandi avec mes deux parents, fille unique, et forcément un peu esseulée, malgré tout. Et je pense que c'est venu de là, ce grand besoin d'amour. Et je dis toujours, c'est pas que mes parents m'ont pas donné, même s'ils avaient leurs failles, c'est que parfois on a peut-être un réservoir plus grand que ce qu'ils sont à même de nous donner. Bien sûr. Et donc, du coup, quel a été ton parcours jusqu'à la télé-réalité? Comment c'est rentré dans ta vie? Est-ce que c'était prévu ou pas? Comment ça s'est passé? Véritablement, ça l'était pas. Sauf que, en amenant un petit peu de conscience, de profondeur, tu comprends que c'est la suite logique. D'une petite fille qui rêvait de célébrité, qui rêvait qu'on la voit, qu'on l'aime, la vie m'y a menée et peut-être inconsciemment, je m'y suis emmenée tout seul, tu vois. Et c'est vrai que, moi, comment on est venu me chercher, très clairement, moi, je travaillais dans le milieu de la nuit à Marseille. Je fréquentais un garçon. Au bout d'un an et demi de relation où ça devenait un peu sérieux, lui, il était dans cette activité-là. Il m'a dit, viens avec moi. Et c'est vrai qu'au début, j'étais un peu réticente. Pourquoi? Parce que c'est toujours compliqué de se dire qu'on va sortir de notre zone de confort, on va s'exposer au monde. Et en même temps, c'était le rêve de la petite fille. Donc oui, il y avait des peurs, il y avait des enjeux, mais il y avait peut-être un rêve qui allait se réaliser. Alors après, on verra que ça n'a pas suffi à combler tout mon besoin affectif. Bien sûr. Mais en tout cas, c'était presque une évidence. Et donc, comment ça s'est passé, cette arrivée dans la télé-réalité? J'imagine que c'est vraiment un changement de vie. Comment tu t'es adaptée à ça? Alors, qu'est-ce qu'on voit pas, nous, en tant que spectateur, tu vois? Ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, je pense que tout le monde l'a vu, la télé-réalité, elle évolue au fil des années. C'était pas la même il y a 10 ans que maintenant. Moi, j'ai fait la télé-réalité en 2015. Donc, c'était les Marseillais en Thaïlande en 2015. Il y avait, je pense, une certaine sincérité, authenticité qui peut-être se perd un petit peu. Moi, j'ai toujours trouvé cette expérience hyper intéressante parce que, en fait, on a grandi avec ça. Et moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant de voir l'envers du décor. Et après, je vais te dire la vérité, c'est que oui, il se passe plein de choses qu'on ne voit pas. Mais malgré tout, c'est une expérience de vie hyper intense, hyper enrichissante. Et moi, je la compare beaucoup, pour les gens qui ont du mal un petit peu à palper ce qui se passe, à une colo. C'est comme si tu pars avec tes amis ou avec tes copains d'enfance en colo. Pendant une semaine. Ça dure combien de temps? Nous, à l'époque, c'était 5 semaines. Ah oui. Mais là, si toi, tu pars en vacances avec tes potes ou en colo, forcément que pendant cette semaine, il va se passer des trucs hyper forts, que des liens vont se souder, que peut-être des trahisons vont se faire et que tout va être extrapolé dans ce que tu vis parce que vous êtes confinés ensemble. En fait, c'est que c'est extrapolé aussi par la télé, non? Non, mais pas du tout. Alors, un petit peu, enfin, en tout cas, de mon temps, un petit peu, mais le confinement fait que ça l'est. D'accord, ok. C'est qu'en fait, avec le même groupe de gens pendant 5 semaines, et on est coupé du monde parce que on n'a pas accès à nos téléphones. Donc forcément, tout est décuplé. Mais comme
Tu sais, c'est un peu comme tes amours de vacances. T'as l'impression que c'est l'amour de ta vie. Oh là là, je l'aime, je l'aime. Finalement, t'arrives en septembre et puis tu l'oublies. Mais au moment où tu es dans ton amour de vacances, t'as l'impression que tu vas te marier avec lui. Oui. Parce que c'est la promiscuité du moment. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette aventure? Très clairement, mais c'est un peu bateau de dire ça. C'est que ça m'a apporté une visibilité, un tremplin, et je l'ai toujours fait comme tel. Je l'ai toujours envisagé comme tel en me disant il me faut une solution pour m'extraire de mon milieu social. On m'y amène. Vas-y. Et donc, du coup, évidemment, au début, comme je dis toujours, moi, quand j'ai commencé la télé-réalité, il n'y avait pas tout ce qui est les placements de produits. D'accord, ouais. Donc, je ne l'ai pas fait pour ça. J'ai juste fait parce que, vas-y, ça va forcément t'amener des opportunités. Donc, il y a eu des opportunités d'événements, de rencontres, d'expériences, de voyages. Et aujourd'hui, le marketing digital, qui est mon activité depuis presque 10 ans, enfin plus de 10 ans. Incroyable. Et quel a été le plus dur dans ton parcours, là, jusqu'à aujourd'hui, finalement? Le plus dur? Ouais. En lien avec la télé ou sur finalement? En lien avec la télé, après on va partir plus sur le perso, parce que tu développes, tu t'es vachement axé sur le bien-être, sur aussi la spiritualité. Donc ça, on va y venir après, mais juste vraiment, qu'est-ce qui a été le plus dur dans ton parcours professionnel, si je peux dire, parce que il y a ce qu'on voit et il y a l'envers du décor, tu vois. Ouais. Ce qui a été plus dur pour moi à titre personnel, ça a été vraiment d'exposer ma vraie vie privée. Parce qu'au moment où je fais cette télé-réalité, c'est mon vrai mec. On vit ensemble, on fait Noël ensemble en famille. Oui. Et que du coup, quand il y a des histoires qui explosent, en fait, c'est pas juste une petite amourette d'été, là. C'est ma vraie vie. Et là, ça a été très dur pour moi parce que les trahisons étaient vécues comme telles, comme des vraies trahisons qu'on peut connaître en tant que femme. Et donc, du coup, le plus dur, ça a été que ces moments douloureux qu'on peut vivre en tant que femme soient aussi finalement exposés au grand jour et que tout le monde vienne s'y mêler. Et comment tu fais justement pour faire la part des choses quand tu as des inconnus qui viennent se mêler de ta vie? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas envie de les sacrer? Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, et c'est les Tu jeux. sais. Et je pense qu'en fait, ça va tellement vite que tu fais pas, tu es avec ça. L'expérience, elle fait que moi, voilà, j'ai appris des trahisons, des choses comme ça. Et finalement, tout vient de se mêler, mais ça va trop vite dans ta tête. Et c'était vraiment le plus dur parce qu'en fait, justement, je savais plus où j'en étais entre ma vie perso, mes sentiments, la maison qui se mêle, les caméras. Ouf, tu vois, ça allait trop vite. Et même moi, par exemple, j'ai eu des comportements où je me suis pas reconnue parce qu'en fait, c'était un peu tout mélangé, quoi. Bien sûr, bien sûr. Donc ça, c'est pour toi qui a été le plus dur. Et dans ta vie perso, donc pourquoi tu as eu ce besoin de compréhension, de te comprendre, de te connecter vraiment profondément à toi? Alors, cet angle, du coup, cette redirection de vie, un peu malgré moi, j'en ai pas mal parlé sur mes réseaux, c'est vraiment dû à une séparation difficile à l'âge de 33 ans, où en fait, j'étais avec quelqu'un pendant 1 an et demi, et honnêtement, à l'âge de 33 ans, on s'imagine faire sa vie avec cette personne, on s'imagine se marier, avoir des enfants, et donc du coup, quand la fin arrive, c'est l'effondrement. C'était une fin qui était évidemment pas choisie de mon côté, et là, c'est ma vie qui s'est effondrée. Je perdais la personne que j'aime, je perdais mes projets, je perdais ma construction de vie, mon identité un petit peu. Et en fait, je me suis retrouvée dans un moment très, très sombre face à moi-même où dépression, burn-out, crise d'hystérie presque, tu vois. Et en fait, à ce moment-là, j'allais tellement mal que j'avais vraiment presque dépensé enfin, c'est toujours un peu sensible d'en parler, mais j'en avais. Ouais. Et mes amies, du coup, elles étaient tellement dépassées par ça qu'il y a une qui m'a tendu la carte de sa psy qui m'a dit « t'as rien à perdre ». Et j'avais rien à perdre. Et c'était ça où vraiment je sombrais. Et donc, du coup, je suis allée rencontrer cette psy et j'ai fait ma première séance. Et je dis toujours, je suis rentrée pour une peine de cœur. Et j'ai fait la plus grande introspection et le plus grand chemin personnel de toute ma vie. Et qu'est-ce que tu as appris sur toi? Tellement de choses. Finalement, déjà, c'est que la peine de cœur en elle-même, elle était douloureuse. Mais ce qui était vraiment douloureux, c'est que ça venait raviver toutes mes blessures de l'enfance, tous mes traumatismes, mes plaies. Je dis toujours, si on t'appuie sur une plaie, tu cries plus fort que si on t'appuie sur un bras où t'as rien. Et qu'est-ce que j'ai appris sur moi? J'ai appris que finalement, c'était une part de moi qui avait besoin de beaucoup d'amour, qui était dans une dépendance affective folle, qui se sacrifiait, qui donnait tout pour l'autre, qui s'oubliait. Il y avait des automatismes, des schémas que finalement je voyais pas, mais qui se reconduisaient à chaque fois. Il y avait une très faible estime de moi, finalement peu d'amour pour moi, parce que j'aimais
je mets pas suffisamment pour me sacrifier autant. Et ouais, c'est vraiment, c'est le chemin d'une vie, quoi. C'est indénombrable toutes les choses qu'on peut apprendre sur soi, sur l'autre, sur le monde. Et donc justement, tu as connu des difficultés. Quelles ont été tes plus grandes difficultés? Qu'est-ce que tu entends par difficulté? Des épreuves, tu vois, dans ton parcours de vie. Donc, il y a eu la séparation, qui a été vraiment un tournant pour toi et qui a permis cette introspection. Mais est-ce qu'il y a eu d'autres épreuves qui ont été difficiles? Yes, il y a eu d'autres épreuves difficiles tout au long de ma vie. Sauf qu'au moment où je les vivais, j'en avais pas forcément confiance. C'est vraiment grâce à cette thérapie et ce retour en arrière, cette introspection, où j'ai compris que ça avait été des moments douloureux pour moi. Notamment le fait, par exemple, d'être enfant unique, d'être assujetti très souvent à la solitude, d'être dans une famille un peu dysfonctionnelle par moments. Et aussi, après, des parcours de vie, des trahisons. Il y a eu le décès de mon chien qui a été, pareil, une très grande souffrance. C'est vrai que c'est toujours un peu touchy, les gens ne comprennent pas s'ils ne le vivent pas, mais moi, à cette époque-là, il y a 6 ans de ça, je perds mon chien, pareil, effondrement de vie. En fait, c'était comme mon enfant, quoi. Ouais, donc, des épreuves. Et je pense qu'on on se sert ça. Et donc, justement, qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, tu passes et que tu avances? Qu'est-ce qui fait que je passe et que j'avance? Parce que je pense qu'on n'a pas le choix. C'est un petit peu comme si la vie te pousse à avancer malgré tout. Alors, au moment où toi, tu penses que tu ne peux plus avancer, tu as une impulsion qui vient derrière. Et elle vient de n'importe quel endroit et de n'importe quelle personne. Je te parlais tout à l'heure de cette amie qui me tend la carte de la psy. C'est ça, en fait. C'est une impulsion de la vie qui te dit tu vas t'en sortir, tu ne vas pas sombrer. Et vraiment, je n'ai pas la prétention de dire oui, c'est moi qui ai dépassé tout ça. Non. Je pense que c'est la vie qui m'a amenée à des épreuves et à des introspections. De toutes les façons, ça serait un fantasme de croire qu'on peut avoir qu'une vie avec des hauts. Bien sûr. Donc voilà, on danse avec tout ça. C'est quoi pour toi la résilience? Question phare de ton podcast. Je le sais. La résilience, pour moi, c'est la capacité à croire en nos ressources. Moi, tu sais, j'ai fait pas mal de tests perso, j'ai aussi accompagné pas mal de monde. La résilience, pour moi, c'est la façon de voir nos épreuves. Est-ce qu'on en fait des plombs ou est-ce qu'on en fait des ponts? Belle phrase. Est-ce que ça te plombe et que tu continues à te morfondre et là, finalement, tu peux sombrer? Ou est-ce que tu retrouves un élan de confiance en toi, de confiance en l'envie et t'en fais un pont pour aller vers plus grand? Et pour moi, c'est ça, la résilience, c'est d'essayer du mieux qu'on peut de toujours transformer ces expériences en pont vers plus grand. Et je pense que la résilience s'acquiert aussi avec les épreuves, avec les fois d'avant. Bien sûr. C'est comme la confiance, c'est parce qu'on sait qu'on a réussi à passer certaines épreuves que, ok, bon, j'ai réussi à surmonter un décès, un machin, ok, j'y arriverai pour la suite. Bien sûr, c'est beau ce que tu dis. C'est ça, ouais, la confiance. C'est vraiment beau. Et qu'est-ce qu'on voit pas tu vois, toi, tu produis enfin, je veux dire, ton métier aujourd'hui, c'est tu produis des vidéos tous les jours. Je veux dire, tu es sur les réseaux, tu es hyper actif. Aujourd'hui, c'est ton activité. Qu'est-ce qu'on voit pas derrière, dans la difficulté de ça? Parce que j'imagine que c'est pas simple. Alors, de toujours s'exposer aussi, tu vois? Oui, évidemment. Les réseaux sociaux, c'est un vaste sujet et je pense que chacun est arrivé par des moteurs différents. Évidemment que moi, au début, je venais chercher une extérieure, une approbation. Comme je le disais, il y avait un manque. Donc, je cherchais à ce qu'on me voit, à ce qu'on m'aime. Je suis allée la trouver aussi sur les réseaux. Aujourd'hui, je pense que je continue pour d'autres choses. L'idée de faire passer des messages, un peu comme toi, et c'est pour ça que c'est chouette, de démocratiser certains sujets. La difficulté, je pense, c'est un peu l'instabilité de l'entrepreneuriat, parce qu'on reste des entrepreneurs et qu'il y a des mois où c'est chouette et il y a des mois où c'est moins chouette. Donc, l'instabilité, l'insécurité de l'entrepreneur, la remise en question perpétuelle. Et je pense que le plus dur, c'est se détacher du contenu que l'on produit. C'est qu'aujourd'hui, ma valeur personnelle ne dépend pas du contenu. Et c'est ça. Et ça, c'est dur. Et ça, c'est l'enjeu. Et c'est là où beaucoup se plantent et ça devient une épreuve de vivre des réseaux et qu'on dit que c'est compliqué. C'est que aujourd'hui, c'est pas parce que la vidéo marche pas que moi, je perds en valeur.
Il y a vraiment ce détachement à faire de, OK, les gens ne peuvent ne pas aimer ta vidéo, ton contenu, ton podcast du jour. Toi, tu restes qui tu es. Bien sûr. Et c'est ça, pour moi, le secret. Mais oui, la difficulté, la difficulté, ça serait, je pense, l'instabilité de l'entrepreneur. Bien sûr. Et est-ce qu'il y a une anecdote qui t'a marqué, un truc trop fou dans ton parcours, notamment, je sais pas, à la télé, par exemple? Ah, mon parcours à la télé, les trucs trop fous. Ouais, un truc, vraiment, une anecdote. Alors, on va faire deux. Une anecdote catastrophe et une anecdote où vraiment tu es ressorti là, tu te dis, mais c'était incroyable. Toi, tu t'en Vous voulez que je rappelles vous raconte une vraie anecdote, mais là, Ah oui, bah ouais, on est dans le vrai, là. mon aura, elle va baisser de moins 8000. Ah non, non, comme tu veux. Est-ce que je te la donne? Est-ce que je vous la donne? Ah oui, oui, nous, on Bon, allez, tellement que, vas-y, on est dans la sincérité. Premier jour de tournage, je te la refais en rapide. Premier jour de tournage, première télé-réalité, j'arrive en Thaïlande et je comprends vite que je commence à être malade. Ah merde. Avoir un tourist, quoi, être Ouais. un peu embêté. Sauf que, ben, voilà, on est sur un tournage et moi, je comprends pas qu'en fait, j'ai des micros sur moi. D'accord? Ouais. Donc, j'arrive, on balance sur le set, on te dit, bon, ben voilà, machin, t'arrives dans la villa, on te présente un tel et tout. Et moi, je sens que là, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Parce que je suis malade, j'ai la pestache, tu vois. Et donc, en fait, j'arrive rapidement à m'esquiver pour aller aux toilettes. Sauf j'avais que les j'oublie que j'avais le micro. Et là, je sors des toilettes un peu ni vu ni connu, en mode, bon, j'espère que ça va aller, j'essaye de faire Ouais. bonne figure, tu vois. Ouais. Et là, j'ai toute l'équipe technique qui me regarde, qui me dit, ça va. Oh mon Dieu. Mais c'était vraiment drôle, Oui, genre en oui, mode, non, c'est drôle. ouais, et puis voilà. Ouais, après, c'est la vie, hein. Et là, j'ai dit, bon, ça y est, ma belle, T'es dans le game. c'est dans le game. Et voilà, et c'est faire attention au micro, voilà. Ouais, du coup, ça t'a marqué les micros. Ben, ça m'a marqué. Je sortais, le premier jour de tournage, j'arrive, toute l'équipe technique, elle savait que j'avais la chiasse, quoi. Donc ça, c'était un événement, anecdote un peu drôle. Drôle, ouais. Et est-ce qu'il y a un truc par exemple, qui t'a marqué ou tu vois une expérience, un truc que t'as vécu grâce justement à cet élan que t'as. Dans mes expériences fortes, humainement, moi, je garde en mémoire un coaching que j'avais fait avec Lucie de la Villa des Cœurs Brisés, lors du tournage avec la Villa des Cœurs Brisés, pardon. Et moi, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais besoin de ce coaching parce que j'avais été trahie, parce que c'était difficile émotionnellement. Et donc, j'ai joué le jeu de ce coaching. Et le coaching avait été hyper intense, une grande libération personnelle. Et c'était un coaching où je tapais sur des tam-tams pour libérer ma colère, ma frustration et plein de choses. Et je m'épuisais. Et en fait, à ce moment-là, j'oublie qu'il y a des caméras. Et mon corps presque rentre en état de transe où en fait, je continue à taper pour extérioriser. Bien sûr. Et de là, après, ben, je pars à la mer et je crie. Mais ce qui est drôle, c'est que à l'image, à l'épisode, on voit qu'il y a des gens derrière qui sont là en mode qu'est-ce qu'elle fait? Mais moi, je suis tellement dans mon coaching que je vois pas qu'il y a des gens qui sont là en train de me voir en train de crier. Et ça a été vraiment un des moments forts de mon expérience télé où en fait, ouais, ça a été ultra bénéfique, ça a été hyper intense et émotionnellement, ça m'a beaucoup aidé. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vit une trahison? Je dirais que la trahison ne parle pas de toi, mais parle beaucoup plus de celui qui te l'a fait vivre. Je pense que c'est pas parce que tu es trahi, encore une fois, que tu perds en valeur personnelle. Ça ne va rien changer à qui tu es. Et que malgré tout, alors moi j'essaie d'avoir toujours un peu de recul et de bienveillance, c'est que les personnes qui arrivent à trahir et à faire des choses qui sont conventionnellement pas toujours ok, juste, c'est qu'il y a sûrement une grande souffrance derrière. Tu vois, c'est que on ne devient pas. Moi, je pars du principe que l'homme n'est pas méchant dans son origine. C'est qu'il y a forcément eu des expériences qui l'amènent aujourd'hui à faire d'autres trahisons et à faire certaines actions qui peuvent être souffrantes. Celui qui souffre le plus, c'est celui qui trahit. Ouais, je pense aussi. Et comment tu arrives à garder les pieds sur terre quand tu deviens connu? Ah ben tu gardes pas, tu te prends pour une star. Non, mais évidemment, c'est humain. C'est humain qu'à un moment donné, ça te déclipe un peu sur l'ego, en fait. L'ego Bien qui sûr. se gonfle. Et comment tu fais justement pour redevenir la personne que tu es, simple, avec tes valeurs? La vie s'en charge. La vie te remet un peu haut, faut redescendre. Je pense qu'à un moment donné, l'ego, évidemment, est gonflé. Mais c'est pareil, tu sais, c'est juste que c'est en fait à plus grande échelle
que dans notre vie normale, mais c'est exactement pareil de ce qu'on vit. Si toi, tu as ta journée, et toute la journée, tu as quelqu'un qui te dit « Ah, ta robe, elle est trop belle !» Ah, et puis, t'as une belle robe. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, à la fin, tu rentres chez toi, tu dis « Putain, je suis bien, moi !» Ben, c'est la même chose, sauf que juste que c'est à des milliers de personnes. Et donc, forcément, à un moment donné, ton ego, il commence un peu à gonfler et tu as l'impression que, encore une fois, ta valeur augmente au vu de l'approbation et du regard des gens. Sauf que c'est faux. Et du coup, moi, je crois aussi, au fait que la vie te ramène un petit peu à redescendre. Et comment tu fais pour garder les pieds sur terre? Tu montes et tu redescends. Et en fait, je pense que l'idée surtout, c'est de... Moi, j'ai une phrase que j'adore et vraiment, j'invite tout le monde à se l'inscrire. C'est qu'il n'y a personne au-dessus de toi et il n'y a personne en dessous de toi. Donc, en fait, t'as beau être célèbre, avoir des milliers de followers, machin, faire des photos dans la rue, t'es ni au-dessus ni en dessous de personne. Donc voilà, c'est le genre de choses que je fais et que je me répète un peu malgré moi pour justement rester les pieds sur terre, si on peut appeler ça comme ça. Quel conseil tu donnerais à une fille qui veut se lancer sur les réseaux sociaux? Je dirais évidemment de se lancer et que j'adore les réseaux parce que je trouve que c'est le métier où tout le monde peut avoir accès. C'est un changement de vie, c'est l'opportunité de vivre de sa passion assez facilement, entre guillemets, parce que tout le monde peut se lancer, tout le monde a un téléphone. Je dirais que ce qui est d'essentiel, c'est de le faire avec passion. D'accord? Si c'est driver juste pour la quête de l'argent, je ne suis pas sûre que ça tienne. Si ça vient du cœur et du ventre, tu as encore plus de chances de perdurer et de t'inscrire dans le long terme, de te faire une place. Moi, je dis toujours foncez. Il n'y a rien à perdre. Ouais, non, c'est sûr. Comment tu nourris ta créativité? Comment tu es inspirée? Parce que tu disais que tous les jours, en off, tu me dis que tous les jours, tu postes une vidéo. Ouais. Comment t'es inspirée? Tous les jours? Les gens, ils te disent, mais comment tu fais pour créer autant les vidéos? Moi, j'arrive pas. C'est la vie, notre vie du quotidien est notre meilleure source d'inspiration, à condition d'arriver à la connecter avec notre niche. D'accord? Surtout pour les entrepreneurs. C'est-à-dire que si tu as une niche sur la résilience, que c'est vraiment ton fonds de commerce, tu peux l'avoir partout, en fait, la résilience. Du boulanger qui est là, qui se lève à 4h du matin. Et ça peut t'inspirer une vidéo de se dire, vous savez quoi les filles, ce matin, je suis allée chercher mon pain et j'ai vu ce boulanger qui était résilient, qui fait ça depuis 40 ans. En fait, elle est là, ta créativité. Et il est là ton concept de vidéo. Il est partout. Et comme c'est pas dans notre vie, parfois, c'est celle des amis. Tu vois, une amie qui t'appelle et qui te dit, Pétard, c'est dur en ce moment avec les enfants. Ouais, c'est une femme résiliente. Là, ça peut nourrir la créativité d'une prochaine vidéo. Bien sûr. Donc, c'est la vie qui te nourrit. Est-ce que tu penses que les réseaux sociaux peuvent être dangereux pour les jeunes? Je pense que les réseaux sociaux viennent nourrir un manque, surtout. Tu vois, c'est que les réseaux sociaux, pour moi, sont une fuite. C'est que si les jeunes, ils n'arrivent pas à combler leur vie par des passions, par des choses qui les animent et vont chercher sur les réseaux à apporter un peu de dopamine, de folie dans leur vie. Moi, je pense qu'en fait, les réseaux, c'est un outil. Et je prends toujours l'exemple du stylo bic. C'est qu'avec un stylo bic, tu peux écrire des poèmes comme tu peux planter quelqu'un. C'est la même chose. Et c'est comment tu as envie de voir cet outil-là. Moi, j'ai vu des gens qui ont changé leur vie, qui ont changé la vie des millions de personnes avec les réseaux sociaux. Mais comment tu les utilises et qu'est-ce que tu en fais? Donc, est-ce que les réseaux sociaux sont dangereux pour les jeunes? Tout va dépendre de ce qu'ils consomment. S'ils consomment des vidéos mindset, artistiques, méditation, forcément que ça sera bénéfique. Mais s'ils consomment des vidéos sur la violence, sur des choses comme ça, non. Et le problème qu'il y a, c'est que la façon dont ils vont consommer sur les réseaux va dépendre de ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Bien sûr. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Et ce qui se passe à l'intérieur d'eux, ça c'est en lien avec leurs expériences, leur environnement, leur situation familiale, etc. Sauf que le monde préfère dire « Ah non, c'est la faute des réseaux ». Mais moi, ce que j'invite beaucoup aux parents, aux familles, c'est pose-toi la question de pourquoi ton enfant, aujourd'hui, il regarde des vidéos de guerre ou de gens qui se tirent dessus. Qu'est-ce qui se passe en lui pour qu'il soit appelé par ça? C'est des petites filles qui viennent chercher de l'amour, de la reconnaissance qu'il a manqué. C'est rien d'autre que ça. Est-ce que tu penses que ça peut pas être dangereux, tu vois, avec les affaires des pédophiles et tout, tu vois, je te parle sur les réseaux. Qu'est-ce que tu leur dirais pour faire attention, par exemple? Qu'est-ce que tu en penses? Évidemment qu'il y a à faire attention, sauf qu'en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le besoin d'aller chercher l'amour et la reconnaissance qui manque est tellement viscéral que le danger n'existe pas dans leur tête. Le manque est tellement douloureux que d'aller chercher à le remplir, c'est comme un drogué, en fait. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le manque d'amour, c'est comme un manque de drogue. Et donc, en fait,
quand tu es dans cette souffrance-là, inconsciente, hein, souvent, surtout chez les jeunes, c'est que t'as pas d'autre. On te donne une possibilité d'aller chercher, d'avoir la possibilité de nourrir ce manque-là. Donc, elles vont chercher, encore une fois, cette validation, cette reconnaissance, cet amour sur les réseaux. Un like, ça porte bien son nom. C'est vrai. D'accord? Donc, en fait, elles ont tellement besoin d'aller rassurer cette part d'elles, cette part blessée, de l'apaiser avec l'amour extérieur du monde, qu'elles vont pas penser, évidemment, à toutes les choses atroces qui s'y passent. Mais, encore une fois, hein, évidemment qu'il se passe des choses atroces, évidemment que c'est inadmissible, évidemment que ça doit être condamné. Mais commencer pour moi à aller chercher pourquoi toutes ces petites filles, ces jeunes ados, elles ont besoin d'aller chercher l'amour et la reconnaissance sur les réseaux. Oui, je comprends. Est-ce que toi, tu as déjà été victime de choses sur les réseaux ou pas? De fou, tu sais? Franchement, de fou, non. Ouais. J'ai des amis qui ont été victimes d'harcèlement, des personnes qui me suivaient. Personnellement, non. Après, je pense aussi que ça dépend un peu de ce que tu véhicules, de ton énergie aussi, tu vois. Par chance, moi, j'ai une communauté assez bienveillante parce que j'essaie de partager ça. Et après, ça m'arrive d'avoir des commentaires un peu négatifs et tout, mais rien de bien atroce. Qu'est-ce que tu dirais à cette petite fille qui avait 5 ans qui rêvait d'être une star? Là, si tu devais... Je lui parle tellement de fois. Je lui dirais que on a réussi. Regarde, on a réussi à avoir tous ces gens qui nous apprécient, qui nous suivent, qui nous font confiance. Et de quoi tu es le plus fière aujourd'hui? Je pense que le plus fier, c'est de tout ce qu'elle a traversé et du bon cœur, du grand cœur qu'elle a su garder. Et que toutes ces expériences-là, peut-être, lui ont permis d'aider inconsciemment ou de partager des bonnes choses. J'en vais en pleurer. Qu'est-ce que tu dirais à nos auditeurs et à nos auditrices qui nous écoutent aujourd'hui? Qu'est-ce que tu peux leur dire? Vu qu'on est quand même axé sur la résilience, moi, il y a une phrase que j'aime beaucoup aussi, c'est « Après la pluie vient le beau temps ». Toujours. Tout est polarisé. Il y a forcément la nuit, le jour, le noir, le blanc, la pluie, le soleil. Et c'est vrai que quand on est dans une période assez sombre de nos vies, on a l'impression qu'on va y rester. Ouais. Mais c'est impossible. Parce que tout est en mouvement tout le temps. Les cycles de lune, les saisons, la Terre tourne autour du soleil. Donc même si nous, on est dans un noir de vie, on a l'impression que ça va durer, peut-être que ça dure, peut-être 1 an ou 2, c'est forcé que ça va bouger et qu'il y aura du mieux. Et ça, déjà, avec cette confiance-là absolue, ça s'apaise à l'intérieur de nous. On se dit, OK, là, je suis dans la merde, là, je suis dans un sacré trou noir, mais il y aura du meilleur. Et ça va relâcher un petit peu. Et que... Et après, moi, j'aime... C'est un grand sujet, mais je pense qu'on crée de grandes choses à partir du chaos aussi. Je crois aussi, moi. Il faut passer par le down. Et je pense que tu es bien placée pour en parler. Ouais. Et que quand tout s'effondre, c'est l'opportunité de faire encore une plus belle maison. C'est impossible de créer un grand palace, un grand château sur un immeuble, sur une ruine. Et que c'est très pragmatique, mais si tu achètes une maison un peu bancale, vétuste, détruis-la, tu la rases et tu reconstruis. Mais la vie, parfois, elle fait ça. Elle déconstruit nos vies pour nous amener à construire un plus beau château. Et quels sont tes futurs projets là? Tu peux nous en parler ou pas? Yes. Je t'avoue qu'aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que je fais de l'influence. Et j'ai beaucoup été drivée dans une énergie triangle d'action, d'avoir des projets, de faire d'atteindre le de faire des têtes d'affiches, de telles collabs, etc. Et franchement, j'en suis revenue. C'était épuisant, non? Ouais, parce qu'en fait, je pense que c'est drivé par l'ego de pourquoi tu as besoin de te prouver que tu fais cette collab, pourquoi tu as besoin de te prouver que tu as 1 million de followers. À qui tu cherches à plaire? À qui tu veux prouver à qui, à quoi, en fait? Et le temps, je m'en suis beaucoup détachée, c'est assez récent. Et aujourd'hui, mon projet, c'est juste de continuer cette vie-là. Continuer à vivre de ce que j'aime. Merci beaucoup, Manu. Merci à toi.